Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on débriefe la troisième étape du Tour de Sicile. Débrief assez rapide, comme lors des dernières journées, top et flop assez vite. Et puis, on parlera également de l'étape de demain qui sera intéressante avec l'Etna, mais pas que. Ça sera vraiment l'étape la plus dure de ce Tour de Sicile. Aujourd'hui, sur cette étape 3, c'était une étape moins difficile que lors de l'étape 2. C'était quand même un petit peu vallonné, 2813 mètres de dénivelé positif, avec pas mal de ponts aussi. C'est un peu la particularité de la Sicile. J'avais pas souvenir sur les Giro, mais alors qu'est-ce que la Sicile? Il y a deux ponts comme ça en montée, c'est le temple des ponts. J'ai été vraiment surpris et c'est vrai que la fin d'étape était pas mal en montée. Malgré tout, il n'y avait pas de grosse pente aujourd'hui qui permettait de faire la différence. Ce matin, quand on s'est réveillé, pas de peau, du vent qui a été de face pendant une grande partie de la journée. Il faut savoir que l'étape, la moyenne quand même de l'étape, pour vous dire que ça a été long, 34 884 pour une étape avec 2800 mètres de dénivelé positif. C'est vraiment une moyenne vraiment pourrave sur 170 km. C'est vraiment une moyenne de merde, mais il y avait un tel vent, c'était terrible pour les coureurs, même pour l'échapper, mais même dans le peloton, ça n'avançait pas quoi. Vraiment, on est arrivé au moins avec un quart d'heure, 20 minutes de retard sur l'horaire Ils sont arrivés quasiment à 16 heures, alors que je pense que l'horaire le plus lent c'était 15h30. Vraiment exceptionnel quoi, ce manque de rythme pendant toute la journée. Et puis on a eu un grand numéro d'un jeune coureur, qui, je pense on va le revoir dans une grande équipe dans les années à venir. Et puis derrière, un sprint massif avec le peloton qui se fait avoir. Ça fait toujours plaisir de voir le peloton se faire avoir, mais je vais quand même pas vous mentir que j'ai trouvé cette étape un petit peu longuette. Pour le moment, c'est pas l'étape la plus passionnante que j'ai vue de la saison et encore moins sur ce tour de Sicile. J'espère que demain ça sera un peu plus animé. Demain, je ne sais pas si je ferai le débrief dans l'après-midi ou samedi parce que ils vont diffuser en priorité la classique Grand Besançon sur la chaîne L'équipe. Je verrai à quelle heure ça sera diffusé la course. Si c'est diffusé après, peut-être que ça sera un peu plus tard dans la soirée ou samedi. Pour cette dernière étape du Tour de Sicile, on passe tout de suite au bilan des Bleus. Attaque de Marlou! C'est pas du tout le bilan des Bleus, c'est les coureurs au top. Et puis j'ai oublié aussi de vous dire de vous abonner à la chaîne, c'est très important, de réagir dans les commentaires, de partager la vidéo sur les réseaux sociaux si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la performance du petit coureur croate, dont on va parler tout de suite. Fran Mioljevic, je fais très attention parce que faut savoir que si vous rajoutez si vous changez un petit peu l'ordre des lettres, ça fait Milosevic. Et pour un Croate, ça serait pas bien vu de l'appeler Milosevic parce que Milosevic, c'était le président dictateur de la Serbie pendant la guerre de Yougoslavie. C'est lui qui a fait les massacres. Milosevic. Donc faut vraiment pas confondre au niveau du nom. J'ai déjà fait une boulette là sur le Paris Camembert, une énorme boulette. Donc là, essayez de pas en faire la même connerie. Donc on va vraiment se concentrer à chaque fois sur la prononciation, vous allez voir. Surtout pour un Croate, parce qu'il faut savoir que la guerre de Yougoslavie a commencé avec un match, on va dire, avec une opposition entre d'un côté la Croatie, de l'autre côté la Serbie. Donc Milojevic, qui s'est imposé aujourd'hui après avoir fait un sacré numéro. Parce qu'il faut quand même le dire, il part à 10 bornes de l'arrivée. Alors c'était un groupe de 6 coureurs, il y a un coureur qui est tombé, il n'était plus que 5. Ce groupe de 5 qui a plutôt bien collaboré jusqu'à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et puis là, les coureurs les plus forts ont accéléré. Et puis, on commence à se désorganiser un peu et Milojevic est parti tout seul et il a fait la différence. Coureur qui est assez impressionnant, 19 ans. Et moi, pour tout vous dire, avant ce Tour de Sicile, j'ai regardé un petit peu les coureurs intéressants parce que sur la start list, très clairement, il y a les trois quarts des coureurs que je ne connaissais pas, vu que ce sont beaucoup d'équipes continentales et que je ne suis pas forcément toutes les courses de l'année et toutes les équipes continentales. Donc je me suis vraiment renseigné. Et j'étais regardé la fiche de Milojevic et j'ai vu, tiens, coureur intéressant. Je me suis dit ça vraiment au tout début, il y a 3-4 jours, au moins.
Et c'est vrai que très bon le Croate. Et puis je m'étais dit en plus, tiens, un Croate, ça fait plaisir parce que on n'en a plus de Croates en World Tour. Il y en avait un à la Lotto l'année dernière, il y a eu Durasek pendant très longtemps. C'était pas Koran, non, Koran il devait être slovène ou slovaque. Mais on en a eu quelques-uns des coureurs croates, mais c'est vrai que depuis quelques années, ça avait un peu disparu. Je me suis dit, ça fait du bien de voir un autre coureur. Et en plus, j'avais vu, tiens, vainqueur d'une course en début de saison, deuxième d'une course en Italie, c'est peut-être un coureur intéressant. Et bah oui, coureur très intéressant, il a fait quand même un sacré numéro aujourd'hui, sacré numéro de rouleur, parce que vent de face, très bien posé sur son vélo, c'est vrai que j'ai entendu une comparaison avec Mohoric, je suis assez d'accord, très bien posé sur son vélo. Mais je pense qu'il est encore plus puissant que Mohoric, parce que là il y avait vraiment une puissance dans son coup de pédale qui était assez dingue, surtout qu'il n'avait pas forcément la ligne de chaîne, c'est vrai, était un peu tordue des fois, donc c'était pas forcément ce qui est le plus efficace. Faut savoir qu'on dit normalement qu'il faut être petit pignon, enfin quand vous êtes sur les grosses vitesses, le petit pignon d'un côté, grand braquet, ou petit braquet, grand pignon. Mais il faut éviter de croiser la chaîne, parce que sinon ça veut dire que ça fait du frottement, et donc l'énergie que vous mettez dans votre coup de pédale va se perdre un petit peu dans le frottement de la chaîne à ce moment-là, sur les fameux pignons. Mais je trouve qu'il a été hyper efficace sur la fin de course, surtout qu'encore une fois, du vent de face, derrière ça roulait fort quand même, hein, dans les 20 derniers kilomètres. Alors pendant toute la journée, ça s'est un peu fait finger on the nose, mais sur la fin de journée, ça roulait très fort. Chapeau monsieur. Mais quand vous regardez un petit peu son palmarès l'année dernière, on voit quand même qu'il est 11e des championnats d'Europe du contre-la-montre. 12e des championnats du monde, dans la catégorie U23. Qu'il est également 3e du classement général de la Carpathian Courier Race in Memory. Alors je vous dis pas le reste de la course, mais les courses polonaises, souvent, chez les espoirs, il y a du haut niveau. 6e du contre-la-montre de l'Étoile d'Or, 1er du championnat de Croatie U23 en contre-la-montre, 2e sur route, chez les élites, pas chez les espoirs, hein, chez les élites, donc à 18 ans. Alors je sais bien que c'est pas le même niveau de densité, mais quand même chapeau. 4e des championnats d'Europe junior en 2020 sur le contre-la-montre. Voilà, et puis en 2019, un peu moins performant, il avait quand même remporté le titre chez les juniors en Croatie. C'est un coureur qui a quand même pas mal passé de temps du côté de l'Italie, vainqueur également d'une course en Serbie, l'Olympiade Odz, Belgrade Trophy, Milan Panic. Et en début de saison, donc vainqueur du GP Vipava Valley et Cross Border Goriška. Course 1-2. Impressionnant quand même. Impressionnant aujourd'hui. L'échappée était constituée de coureurs de Continental. Déjà impressionnant qu'il y ait une telle cohésion dans ce groupe. Ça s'est pas attaqué. Et puis après, quand il part à 10 bornes de l'arrivée, je me dis, putain, le mec est complètement fou. Dans le premier dixième de seconde. Et après, je vois l'écart qu'il a fait. Il a fait un écart dès le départ. Je me demande même, parce qu'on n'a pas eu vraiment l'image de son attaque, si c'est pas qu'il est parti en facteur et qu'il a mis un tel coup sur les pédales, un tel braquet que derrière ils n'ont pas réussi à suivre. Comme ce que parfois est capable de faire Filippo Ganna. Je me demande s'il n'a pas fait ça même, parce qu'on n'a pas vraiment d'image de l'attaque. Moi j'ai pas vu d'image de l'attaque de Milojevic. Mais vraiment impressionnant, et je pense qu'en plus il est suivi par la Bahreïn, parce qu'il est dans l'équipe Cycling Team Friuli ASD, Vélo Merida, et il y avait du orange sur l'arrière de la tenue, avec les manchons bleus, comme chez Bahreïn. Donc je pense que ça doit être une succursale peut-être de la Bahreïn Victorious. Je pense que s'il est regardé un petit peu par la Bahreïn, moi je le recruterai, parce que vu ce qu'il a fait aujourd'hui, à 19 ans. Et donc c'est la journée quand même des mecs qui ont 19 ans, hein. Enfin c'est la semaine, parce que hier Sheffield, là aujourd'hui Milojevic. Demain, ça va être qui il y a de 19 ans sur Paris-Roubaix là. Faut se méfier, faut peut-être mettre une carte sur ce coureur-là. Je continue. Deuxième coureur au top, qui est le deuxième de la course. J'ai pas été hyper inspiré. Pierre-André Côté. Pourquoi Pierre-André Côté, le coureur de Human Power Red Earth? Parce qu'il a crevé à 10 bornes de l'arrivée, à peu près. Il crève.
à un moment où ça bordurait, voiture qui n'était pas totalement derrière lui, donc il a dû attendre un petit peu, rouler à plat, en montée, c'est pas forcément l'idéal. Puis ensuite, il a dû changer de vélo. Ça s'est fait quand même vite le changement de vélo du côté de Human Powered Earth. Il a dû revenir dans le peloton. Alors certes, vers 4-5 km de l'arrivée, c'était désorganisé au niveau du peloton, plutôt 3, même j'ai dit une connerie. Plutôt dans les 3 derniers kilomètres, c'était un petit peu désorganisé. À un moment, on a vu même Kenny Ellison à la tête du peloton. Donc c'était peut-être pas forcément très efficace au niveau du rythme de course. Et ensuite, donc, faire deuxième, mais premier du sprint du peloton, dans un sprint en montée. Parce qu'il y avait une petite bosse quand même, pas mal. Je rappelle aussi, j'ai oublié de dire que Milošević, il prend la tête du général avec 18 secondes d'avance sur Caruso. Alors, je pense qu'il aura du mal à tenir demain dans l'Etna, mais quand même, c'est une belle perf. Donc Pierre-André Côté pour finir. 41 secondes, il fait le sprint, il gagne le sprint. Chapeau. Coureur, c'est une équipe qu'on a peu vue, Human Powered Earth, mais je crois que... Alors déjà, ils avaient peu de coureurs en début de saison, j'avais dit c'est risqué. 18 coureurs seulement, et je crois qu'ils ont eu pas mal de cas de Covid. Mais il a remporté le Grand Prix Criquet-Lyon, par exemple en Belgique. 8e de la première étape et vainqueur l'année dernière. Est-ce qu'il avait gagné? Non, il n'avait pas gagné. Mais 24 ans, coureur assez intéressant qui est quand même depuis 3 ans, 4 ans maintenant dans cette formation, qui est en fin de contrat pour intéresser du monde. Quand même Pierre-André Côté pour un train, je pense, plus qu'en tant que sprinter unique, pour un train d'un leader au sprint, ça peut être un coureur intéressant. 9e du classement général quand même l'année dernière du Tour du Poitou-Charentes, et 2e du classement des jeunes de ce même Tour du Poitou-Charentes. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Premier bonnet d'âne, j'en ai 4 aujourd'hui parce que j'ai eu que 2 tops. Premier bonnet d'âne et Holocometa. J'ai pas trop compris pourquoi ils se sont excités en fin de journée. Du côté des Holocometa, alors pour Albanese, bon, il fait 5e de la course. Et surtout, pourquoi ils se sont excités qu'il y avait un borne de l'arrivée? Parce qu'il aurait fallu se réveiller un petit peu avant. On a laissé faire 2 équipes de 3ème division, l'équipe qui s'appelle MG Piscolor, je sais plus quel était le nom des autres sponsors, et une autre équipe noire, qui avait des maillots noirs. Et pour que les équipes de 2ème division se disent tiens, il faut qu'on se réveille à un moment. La Bardiani fait 3ème avec Fiorelli et Holocometa, mais en plus c'est Holocometa, ils roulent et ils se font quand même avoir par un moment par un coup de bordure. Il y a quelques coureurs qui se font avoir par un coup de bordure. Je me dis, les mecs, vous n'avez pas été au point. Et Albanese, un petit peu décevant quand même sur cette course. Avec l'opposition qu'il y avait au départ, je pense qu'il était en capacité de faire mieux, au moins sur la première étape. Il est toujours là au général, mais bon, je suis pas sûr qu'il arrive à passer l'Etna correctement. Après, s'il fait top 10, je dirais que je me suis bien planté au niveau de Albanese, et ça fera quand même des points UCI pour cette équipe, qui est quand même assez peu visible. Alors on les voit à l'avant du peloton, mais assez peu visible au niveau des résultats, je trouvais, au Holocometa. Jacopo Mosca, pour moi, c'était le favori du jour pour le sprint. Jacopo Mosca, parce que je me disais, Moschetti va pas passer. Je me disais donc qu'il y a quelques sprinters qui vont pas passer dans le même style que Moschetti, Malucelli et d'autres. Et je me disais, tiens, ça peut être pas mal pour Jacopo Mosca, de la Trek. On peut peut-être rouler pour lui pendant toute la journée. Au final, on n'a pas du tout roulé pour lui, parce que c'était quand même déjà peut-être un signe qu'il était pas au top physiquement. Et il fait 7ème du sprint, enfin 7ème de l'étape, donc 6ème du sprint, derrière Vincenzo Nibali. Je veux pas être méchant avec Nibali, mais c'est quand même plus le Nibali qui était capable de dérouiller tout le monde sur des sprints en petit comité en 2014 pendant le Tour de France. Donc, Giacomo Mosca, c'est un petit peu décevant, mais je dirais que la Trek, à part Elisonde, Moschetti s'est quand même raté, pas gagné l'étape 1. Hier, ils sont fait 4 ou 5, mais ils sont quand même dans un deuxième en retrait par rapport à l'équipe d'Italie, par rapport à ce que fait Nibali.
Or, c'est quand même la Trek Segafredo, on parle pas quand même d'une équipe de bouseux de 3ème division, avec la moitié des coureurs qui sont à peine sortis des amateurs. Donc c'est un petit peu décevant aussi du côté de cette équipe, et donc là Mosca va pas dans le coup. Mais j'ai envie de dire que Mosca, ça fait depuis longtemps que j'ai pas vu performant dans un sprint. Juste en réfléchissant. Oui, parce que cette année, c'était pas le cas, mais déjà même l'année dernière. Ah si, sur la route d'Occitanie, sur le Giro, il avait fait 10e de l'étape 3, et puis 4e de l'étape 3 de la semaine internationale Copier-Bartali. Alors que il avait remporté le classement maillot vert de Tirreno. Oui, je me souviens qu'il avait quand même fait des bons sprints. Le Tour d'Italie, je me souviens de sa 3ème place en 2020. C'est ça que je me disais. Non, il a quand même fait des résultats à une époque. Mosca, mais bon, à 28 ans, on a du mal à savoir. Bon, il est souvent utilisé en tant qu'équipier, mais on a du mal à savoir quel est l'objectif autour de Jacopo Mosca. Drone Hopper, pourquoi j'ai mis Drone Hopper? Alors certes, bon, ils ont Munoz 13e aujourd'hui. Ils ont un coureur qui est top 9, c'est Cepeda, qui est à 31 secondes, donc il peut peut-être faire remonter dans le classement. En fait, c'est plus un bilan global du côté de Drone Hopper. Je les vois pas de la course. C'est ce qui est terrible, hein. Alors, ils font pas un mauvais résultat, mais je les ai pas vus du tout de la journée et des jours précédents, à part quand ils prennent des bidons, quasiment. Il y a un manque d'envie de vouloir se mettre à l'avant en échappée, ou de vouloir prendre en main le peloton. Parce que c'est assez surprenant quand même. Drone Hopper, c'est une équipe bon, qui est quand même d'expérience. Je rappelle, c'est l'équipe Androni Giocattoli l'année dernière. Mais là, on les a pas du tout vus. On a presque plus vu des équipes continentales que eux. Donc je trouve ça assez surprenant du côté de Drone Hopper. Qui, voilà, c'est quand même une équipe, une course en Italie, une équipe italienne, 2ème division. Un peu comme Eolo Cometa. Je trouve qu'ils sont peu visibles, mais encore moins qu'Eolo. Donc je trouve ça un petit peu dommageable. Et puis je termine avec Fedeli. Je l'avais mis en favori hier, Fedeli. Il finit seulement 10e. Peut-être aussi que, bon, je rappelle, le coureur qui est en recherche de contrat, Fedeli, qui était chez Gazprom, c'est pas toujours facile. C'est vrai, quand on est dans l'incertitude de courir, donc peut-être pas en grande condition physique, le coureur italien, mais je m'attendais à ce qu'il arrive à faire mieux sur cette montée-là. Et qu'en plus, comme on allait avoir peu de sprinters dans le final, qu'il arrive à faire la différence. Mais de toute manière, l'équipe d'Italie aujourd'hui a couru un petit peu bizarrement parce qu'ils ont vissé dans le final. Sauf qu'ils vissent alors que l'écart était d'une 40. Il aurait peut-être fallu réagir un petit peu avant les derniers kilomètres, quoi. Donc je trouve bizarre la manière dont a couru l'équipe d'Italie. C'est Caruso qui a pris... Non, c'est même pas Caruso, je dis c'est lui, Fedeli qui a pris la meilleure place du côté de l'équipe d'Italie. Mais je pense qu'aujourd'hui, ils sont un petit peu passés à côté. Mais en plus, à un moment, ils ont fait un coup de bordure à 3. Il n'y avait pas une grande cohérence dans leur stratégie aujourd'hui du côté de l'Italie. Il faudra faire mieux demain pour accompagner Caruso. Pourquoi il faudra faire mieux demain pour accompagner Caruso? Parce qu'on va partir de Ragalna pour aller du côté de l'Etna, 140 km, sauf que, hop là, il y aura 3 côtes hors catégorie dans cette journée. Ça commencera au kilomètre 78 avec le Contrada Giuliana. Je pense que c'est Contrada. 10 km 9 à 4,9% de moyenne hors catégorie, donc à 870 mètres d'altitude. Il y aura également le Contrada Giuliana une deuxième fois, mais là, par une autre face, 11 km 3 à 5,8%, les 5 derniers kilomètres à 6% de moyenne. Et ça sera, on va dire, l'avant Etna, parce qu'en fait, on a divisé la montée en deux. C'est-à-dire qu'il y a le Contrada Giuliana et l'Etna. La vraie montée de l'Etna qu'on a mis à 17 km, mais si vous prenez, ça fait quasiment 30 bornes de montée, donc les 10 derniers, sur les 40 derniers kilomètres, il y a 30 km de montée, donc ça va être assez costaud. Faire attention dans le final, sur cette version face nord de l'Etna, c'est vraiment dans les 3 derniers kilomètres qu'il faudra se méfier, parce qu'avant ça ne sera pas extrêmement pentu. On va quand même monter à 1800 mètres d'altitude, ça va être compliqué peut-être pour certains coureurs de Continental qui ne sont pas habitués à monter aussi haut.
Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!